Vous le savez tous, c'est notre rendez-vous habituel sur mon stream. C'est mon journaliste préféré, Antoine Oberdoff, illustre agent du Parti Socialiste s'il en est, qui écrit régulièrement des articles qui nous informent sur l'état de la gauche, de l'Union, du PS, etc. Et du coup là, il nous a fait un petit article avec les 10 propositions les plus surprenantes du PS, parce que vous savez en ce moment... Les plus insolites. Alors il a mis surprenante, mais alors en tweet il a mis insolite. Les plus chelous. Les plus quirky, les plus crazy. Et du coup, moi ça m'intéresse beaucoup parce que le Parti Socialiste, croyez-le ou non, a un programme parfois. Ça change beaucoup, qui respecte pas. Et personne qui travaille dessus, vrai, c'est mais ils ont quand même un programme. Ils ont un programme de merde qui change tout le temps et qui respecte pas. Donc, oui, ils ont un programme qui sert à rien, globalement. Voilà. Et du coup, moi j'étais assez curieux d'analyser avec vous quelles sont les fameuses 10 propositions les plus surprenantes. Où est-ce que le PS a outrepassé vraiment la limite de la respectabilité, parce que dans la bouche de Birdoff, c'est des les propositions de gauchistes. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment en mode oh là là, c'est bizarre, c'est étrange, ce n'est pas de la nature du Parti Socialiste de proposer ça. Donc voilà, c'est vraiment c'est quand même voilà, parce que rappelle que Oberdoff, il est quand même c'est quand même un droitard, quoi. Bon, voilà. Et donc allons voir qu'est-ce que le Parti Socialiste, parce que attends, quand même 2027, ça va être une rude guerre à l'intérieur de la gauche. Quel va être le programme du Parti Socialiste pour convaincre les électeurs? C'est ça qui est intéressant. Les 10 propositions les plus surprenantes du PS pour 2027. En lieu et place du traditionnel bureau national du mardi, les 3 courants socialistes se réunissent ce 14 avril en comité pour arrêter les marqueurs que devra porter en 2027 un candidat toujours entre eux. Donc ils savent toujours pas qui va y aller, mais ils se mettent d'accord entre tendances opposées sur qu'est-ce qu'ils vont proposer. Et c'est qui les 3 tendances? C'est Faure, Maillard-Rossignol, Valo, Maillard-Rossignol. Donc t'as Faure gauche, Valo centre, Maillard-Rossignol droite. C'est ça, globalement c'est ça. Alors qu'ils sont tous de droite dans le bordel. Ils sont tous de droite, mais globalement c'est de la droite dure au centre droit, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc au Parti Socialiste, les projets présidentiels ont parfois la durée de vie d'un document de congrès, aussitôt écrit, aussitôt oublié. Mais c'est un problème en fait. Genre c'est un problème que leurs projets présidentiels, on les oublie très vite, parce qu'en fait, genre je veux dire, peut-être que c'est peut-être un problème qu'on oublie vite leur programme. Genre tu te rends pas compte de la dinguerie que t'écris là, s'il te plaît. Celui qui avait préparé Boris Vallaud pour la campagne d'Anne Hidalgo en 2022 prend encore la poussière sur une étagère au siège du parti. Oui, bon, alors ça c'est aussi parce qu'ils ont pas trop été élus, quoi. Genre c'est. Ouais. Quel sort sera réservé au cru 2026? Bah probablement le même. Hein. Je pense que même à peine élaboré, ils vont même pas le défendre. Hein. Élaboré sous l'égide de l'eurodéputé Chloé Ridel, proche d'Olivier Faure, ce nouveau corpus programmatique se veut cette fois le produit d'un équilibre entre toutes les sensibilités socialistes. Oh là là, la créature de Frankenstein. Ah ouais. Mais ça vaudrait le coup, parce que là on va pas le faire. Il y a plus d'agrafes que rase sur la tête. Hein. Mais ça vaudrait le coup de décortiquer le bordel. Parce que comment tu peux réconcilier des... Après, ceci dit, peut-être qu'on se fait un film. Oui, mais après sur il faut faire que le corriger. En fait, le truc, c'est que là où je suis con en même temps, c'est que est-ce que vraiment ils ont tant de dissensions que ça au sein du PS, à part le fait de plus ou moins chier sur Mélenchon. Et maintenant, même sur ça, ils se sont mis d'accord. À une époque, le seul clivage, c'était c'est pas bien, vous avez fait la NUPES. Mais maintenant que Faure les a rejoints sur l'anti-mélenchonisme radical, est-ce que politiquement ils sont pas juste d'accord sur tout en fait? Bah en fait c'est ça, c'est que moi j'ai du mal à voir c'est quoi leurs oppositions de fond en fait. Genre c'est parce que quand ils sont sur l'aile droite ils osent pas dire à quel point ils vont faire les droitards, et quand ils sont à l'aile gauche ils essaient de dire vous inquiétez pas je suis pas trop de l'aile gauche, je vais faire le droitard. Donc en fait au final ils se retrouvent au milieu pour un projet qu'ils vont suivre, et après Olivier Faure qui dira non mais moi j'ai été frondeur. Oui nique ta mère, genre on sait très bien que t'as été frondeur pour soutenir tous les trucs derrière, quoi. Mais donc du coup là c'est pour ça que la question programmatique est intéressante, tu vois, genre à quel point est-ce que il y a des trucs importants, quoi. La version martyr que s'est procurée l'opinion au mois de février dernier appelait encore quelques corrections. Une nouvelle copie doit être présentée ce mardi 14 avril lors d'un comité interthéo. C'est quoi interthéo? Théo, c'est texte d'orientation, c'est les courants, quoi. Réunissant les représentants des 3 textes d'orientation du PS. Au menu, un document fleuve de 158 pages et sa déclinaison synthétique resserrée en 35 marqueurs jugés identitaires par le parti à la rose. Donc c'est les 35 trucs qui font vraiment en mode ça c'est notre identité en tant que parti socialiste. La laïcité, j'imagine, il y aura dedans. Les 2 textes ont été consultés par l'opinion. Plutôt qu'un inventaire exhaustif, nous avons sélectionné une dizaine de mesures. Elles disent chacune à leur manière les hésitations, les angles morts et parfois les audaces. Les audaces d'un PS en quête de ligne. Les propositions insolites. En fait, c'est que j'ai envie de moquer du cynisme du journalisme, en même temps, comment ne pas être cynique quand tu vois le Parti Socialiste, quoi. Genre, tu vois, c'est vraiment genre, oh là là, bah du coup, flemme de parler du fond. Du coup, on va faire un top 10. Bienvenue sur Topito. Premier constat, le projet se distingue par un goût prononcé pour les dispositifs de consultation. Ils savent tellement pas ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire des consultations citoyennes. Mais ça, parce que, alors moi là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que les consultations citoyennes, c'est pas quand tu sais pas quoi faire.
faire. C'est vraiment un outil des social traites libéraux pour donner l'impression de progressisme. C'est vrai que c'est Macron qui a beaucoup inauguré ça. Le meilleur moyen de baiser les gens, c'est de faire croire que tu vas les écouter. Oui. Et que, en fait, consulter n'engage à rien. Et ça a deux intérêts. C'est de donner aux gens l'impression que tu vas agir sur ce sujet-là, consultation sur la retraite, le truc, etc. Les gens sont en mode et du coup les gens ont une impression de démocratie directe et l'impression que c'est dans ton programme. Ça veut dire que tu peux dire que dans ton programme il y a le SMIC, il y a les retraites, il y a tout ce que tu veux, mais en réalité tu vends simplement une consultation qui n'engagera à rien et qui de toute façon te permettra de continuer une politique de droite libérale parce qu'il y aura la consultation et vu qu'il faudra consulter tout le monde, tu prendras la vie le plus libérale possible dans le bordel en trouvant le bon truc pour le faire passer, quoi. Et surtout que ça te permet de marketer ton programme par thème, derrière lesquels t'as rien de vraiment précis ni de vraiment chiffré, mais comme ça les journalistes qui font contrôle F sur le document parce qu'ils ont la flemme de lire, parce qu'ils font pas leur travail, ils vont retrouver les thèmes, ils vont dire mais non, mais le PS est de gauche, regardez. Oui, regardez ils ont retraite, le thème SMIC, des voilà, ils ont parlé, ils ont dit le mot SMIC, ils ont dit le mot retraite, donc attendez quand même. Convention citoyenne, états généraux, audit, la panoplie est complète. Une convention serait chargée de plancher sur la légalisation du cannabis sous contrôle de l'État, une autre sur un choc démocratique. Mais voilà, une convention sur la légalisation du cannabis, mais pourquoi faire ? Oui, genre en fait, là, par faites-le direct, en fait, on sait très bien ce qu'il faut faire, tous les experts le savent. Par exemple, très bon exemple, la légalisation du cannabis. Des gens qui ont travaillé sur le sujet, des retours d'expérience dans différents pays, dans différents cadres, des options, des modèles ont été produits par tout le monde. T'as des versions libérales, t'as des versions communistes, t'as des versions... en fait, t'as tous les modèles qui existent avec leurs effets. On sait déjà les effets de la légalisation. Mais surtout que la légalisation du cannabis aujourd'hui, c'est comme ce qu'était à l'époque pour l'EPS, le droit de vote des étrangers. C'est un truc que tu mets dans ton programme pour avoir le vote des jeunes et des gens un peu plus à gauche, etc. En mode, ça peut être un peu sexy et tout. Et derrière, tu l'abandonnes parce que tu sais que ce serait trop coûteux politiquement et que t'as pas envie d'assumer quoi que ce soit, quoi. Genre, c'est vraiment... ça, c'est vraiment de l'attrape-gogol. Légalisation, mais la LFI propose la légalisation. Mais la LFI propose la légalisation du cannabis. Une convention serait chargée de plancher sur la légalisation du cannabis sous contrôle de l'État. Ah oui, donc du coup, c'est pas la légalisation du cannabis. C'est légalisation du cannabis sous contrôle de l'État. C'est en mode, vous planchez sur un truc, mais on vous dit déjà ce que vous êtes censé faire derrière et on sait déjà ce qu'on va dire non. Un autre sur Après, c'est l'idée de Léaumont, sous contrôle de l'État. Une autre sur un choc démocratique. Premier acte d'une refonte des institutions de la 5e République. Donc on va pas faire une 6e République. On va pas faire, mais on va faire une refonte des institutions et au préalable, on va faire une consultation sur le choc démocratique et après, promis, on finira par refondre les institutions. On sait pas ce que ça veut dire refondre, mais ça fait bien, alors on le met. Un Grenelle de la première ligne est annoncé sur la revalorisation des travailleurs dits essentiels. Oh, vraiment l'élément de langage Ruffin. On va faire une consultation sur est-ce qu'il faut augmenter le salaire des femmes de chambre et après on va se retrouver face aux patrons qui vont dire non et du coup on va pas les augmenter. Un Grenelle de la première ligne. Il n'y a pas besoin de Grenelle. Oui. Allez-y. En fait les syndicats ils vous disent déjà ce qu'il faut faire. Faites-le maintenant. On sait déjà en fait, on sait, il n'y a pas besoin de consulter. Je veux bien qu'il y ait des besoins de consultation sur des trucs qui moralement, éthiquement, etc. peuvent questionner, de machin et tout. Des trucs sur lesquels la société n'est pas forcément prête, etc. Et encore, je trouve que bon, c'est quand même un truc de bozo. Mais alors là, surdonner plus de thunes aux travailleurs pauvres, bon, parce que bon, travailleurs essentiels, désolé, non, c'est les travailleurs pauvres en fait. C'est pas les travailleurs essentiels. Genre c'est quoi ? C'est on va juger du degré d'essentiel, même des bacs sur la pénibilité. Bah oui, en fait, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois, si tu fais le truc sur le travailleur essentiel, tu vas forcément poser la question de à quel point est-ce qu'ils sont essentiels ou pas, et du coup, c'est sur la légitimité ou non de la qualification essentielle. C'est comme sur la pénibilité. Comment tu définis si quelque chose est pénible ou pas ? Bah en fait, suffit de dire que ton travail n'est pas pénible pour ne pas te donner la thune et les aménagements qui sont nécessaires à un travail pénible. Bref, voilà, vous avez compris. Du coup, donc la convention, blabla, donc ils veulent faire des conventions citoyennes dans tous les sens, un Grenelle de la première ligne pour la revalorisation des travailleurs essentiels, immense douille, on sait très bien qu'il en ressortirait au conditionnel, hein, parce que bien évidemment ils le feront pas, mais qu'il en sortirait absolument rien à part une définition du travail essentiel qui est tellement petite que en fait ça changerait absolument rien à la vie des travailleurs pauvres. Les ouvriers des abattoirs en feront-ils partie ? La question peut paraître incongrue. Bah pourquoi ? La question peut paraître incongrue qu'il y a des abrutis comme toi en fait. Les ouvriers des abattoirs. Il y a aucun monde où c'est pas des gens qui méritent plus de thunes. Mais oui. C'est le taf le plus horrible possible. T'en ressors traumatisé, tu pues la viande tout le temps. C'est horrible les gens. Genre déjà ils méritent de travailler déjà très peu longtemps en fait. Moi j'ai connu beaucoup de gens qui travaillaient en abattoir. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui prenaient de l'héroïne comme moi. Tellement ils étaient mal. Bah oui, c'est vraiment les abattoirs. Et ils sentaient le sang. Hein. Ils sentaient la viande morte. Hein. Je vous jure que c'est.
Je vous jure que c'est de la folie. Hein. Le fait que le journaliste, son premier réflexe, c'est en mode « Ah, ça peut paraître incongru ». Genre, t'es en mode « Bah non, en fait, genre, ça peut paraître incongru qu'il y a des gens comme toi qui n'ont absolument aucune idée du travail dans les abattoirs, quoi. » Elle ne l'est pas tout à fait, puisqu'un audit des méthodes d'étourdissement pratiquées sur les animaux d'élevage figure bien à l'agenda 2027. Ok, donc on va faire un audit sur comment qu'il faut étourdir la bête, mais par contre, pas sur les conditions des travailleurs. Genre, c'est encore ça, tu vois, on va faire un audit pour voir s'il faut étourdir la bête ou pas. Parce que c'est pas trop. Là, l'audit, ce qui est ultra deep, là où t'as raison, c'est que c'est pas le taf horrible où des gens ils prennent trop cher et c'est horrible comme taf parce que tu tues des trucs, c'est être sûr qu'il les tue pas de manière trop violente. Oui. Genre ça veut dire que des gens déjà tu fais le pire travail et en plus de ça on va c'est ok, mais par contre va falloir qu'ils le fassent de manière gentille. Ce qui par ailleurs, je suis d'accord, hein, je veux dire moi je suis pour que on développe des méthodes d'abattement qui soient les plus les moins douloureuses pour les animaux. Moi je suis un welfariste. Ça veut dire que je suis pas pour arrêter de tuer des animaux pour les manger, mais je suis pour les tuer de la manière la plus douce possible. Mais attends, mais le chat a raison, ça va être un débat sur l'abattage rituel. Ça va être un débat sur le halal. J'avais oublié que c'était des fachos. Parce que regarde, il s'accompagnera de l'installation de caméras sous contrôle de l'État dans les abattoirs. Donc c'est ça, c'est juste en fait, faut faire attention au bien-être des animaux, mais par contre les travailleurs, on s'en bat les couilles, vous allez continuer de puer le sang, quoi. Après, peut-être que tu sais que ça pourrait peut-être rassurer, parce que moi, pour avoir un TikTok à moitié musulman, il y a des gros débats sur les méthodes de contrôle de l'abattage rituel et notamment des gros doutes sur certaines certifs halal qui seraient un peu shady. Donc je me demande à quel point la communauté musulmane pourrait pas être pour d'avoir du contrôle caméra sur l'abattage rituel. Mais sauf que le PS, c'est pas des caméras pour être sûr que l'abattage rituel soit fait dans les conditions légales de l'islam. Ça va être juste, est-ce que c'est ok de faire de l'abattage rituel, quoi. Oui, et surtout ça va être des caméras pour fliquer les travailleurs aussi. Oui, non mais voilà, et surtout c'est ça. Mais après, en fait, le truc c'est que fliquer les gens le problème des abattoirs, tu sais, c'est pour moi, c'est comme les pions, tu vois, ou les matons de prison. Ça veut dire que structurellement, ou les gens qui travaillent dans les EHPAD, tu vois, ou en fait, tu as un devoir de rendement et des conditions de travail qui structurellement te rendent violent. Déjà, c'est violent, les méthodes d'abattage sont violentes de base. Tu fais un boulot où tu dois avoir un rendement tellement énorme que c'est violent. Et en plus, quand tu souffres dans un taf comme ça, et que l'une des méthodes, qui est un truc peut-être dont on parle pas assez, mais l'une des méthodes pour te désensibiliser au fait de tuer des animaux, c'est possiblement de devenir violent envers les animaux. Ça veut dire que pour COP, je vais le dire comme ça exprès de manière un peu trash, de prendre plaisir à les torturer te protège de l'enfer de devoir tuer des animaux toute la journée, tu vois. Oui, t'es obligé moralement de switcher dans l'autre sens pour supporter de vivre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que nous, la fille, je pense qu'ils sont welfaristes aussi. Oui, totalement. En tant que bon welfariste, ça veut dire qu'on doit inventer quelque chose qui... et on accepte que de toute façon, buter des animaux, c'est forcément violent parce que tu tues des êtres vivants, mais qu'on doit réussir à arriver le plus loin possible dans un truc bœuf de Kobe, quoi, tu vois, genre la bête, c'est même pas... Tu sais, par exemple, en islam, l'a priori, déjà, c'est pas légiféré si la bête a eu peur, si elle a vu qu'elle allait se faire tuer, si elle a souffert d'une quelconque manière, etc., tu vois. Oui, c'est ça, t'es pas obligé d'être en mode d'être en guerre contre l'abattage rituel. Mais surtout sur les abattoirs, tu vois, on en parlait avec la Confédération paysanne, mais t'as aussi tout un truc sur les normes des abattoirs qui font aussi que l'abattage à domicile ou alors dans des trucs un peu plus coopératifs, etc., pourrait aussi alléger une partie du problème de la charge industrielle du truc, où bah en fait t'as quelques abattoirs qui sont certifs et ça se fait vraiment à la chaîne dans un truc atroce. Alors, bah il y a ça en fait. Alors ça c'est le truc, c'est la vie Confédération, mais on fera parce que moi on reparlera de ça avec les gens débat, parce que justement eux, un des trucs qu'ils reprochent, mais qui est en fait il y a un paradoxe, c'est que par exemple les abattoirs qui sont, tu n'as plus le droit de tuer les bêtes toi-même pour des raisons sanitaires, des trucs on pourrait croire que c'est bien, mais en fait du coup par exemple ça fait qu'il y a des endroits où l'abattoir c'est Charal qui le possède et du coup tes bêtes doivent être dans les normes Charal et tes bêtes parce que sinon, vont ça rentre pas dans les devenir machines. des steaks hachés sous antibio Charal en fait. Donc en fait tu ne peux, et donc du coup si tu as un élevage et que tu veux faire le welfariste de mes bêtes je les traite bien et je voudrais les faire abattre dans des bonnes conditions, tu ne peux pas parce que en fait il y a pas de moyen donné à avoir des trucs d'abattage qui soient pas des usines à assassinat en mode Charal, quoi. Donc en fait le truc, le rêve welfariste du PS c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut changer toute la chaîne de production de la viande en France. Il y a quelqu'un qui dit va falloir passer à la rationner la viande. Moi je suis pas totalement opposé à ça. Surtout que pour moi le meilleur pour moi faut faire comme faut faire comme la taxe carbone. Ça veut dire qu'il faut que moi je puisse acheter
De la viande au vegan. Ça veut dire que, comme ça, moi, j'achète la part de viande de Tom et de Toby. Le trafic des tickets de rationnement de viande. Ça paraît logique. T'as une quantité de viande et ceux qui veulent en manger plus achètent leur part de viande à des végans. Du coup, bref, attends, et du coup, et d'autant que son truc là des caméras, etc., là on est passé au bien-être des animaux, alors que de base on parlait à la revalorisation des travailleurs essentiels. Oui, il raconte tout et n'importe quoi. Voilà, oui. bref. Au chapitre du bien-être animal, il faut aussi souligner la création de dispensaires vétérinaires pour les maîtres n'ayant pas les moyens de soigner leurs animaux de compagnie. Les chiens, les chats et autres pensionnaires à poil sont désormais admis dans les EHPAD, les hébergements d'urgence et les transports publics. Encore heureux, ça devrait déjà être le cas. Bon, ça c'est le truc de base. D'ailleurs, vous, à la fille, il n'y a pas eu un moment, je sais plus si vous l'avez gardé ou si c'était une proposition, la sécurité sociale des animaux. C'est pas Émeric Caron qui nous en a parlé ? C'est peut-être Caron qui vous en a parlé. Mais oui. Pareil, tu vois, ça se discute, tu vois, parce que, par exemple, la question des animaux domestiques, je pense qu'elle est intéressante et qu'elle est une question à se poser. Et par exemple, le fait d'orienter autant socialement, t'as des gens, leur chien, ça reste leur seul lien social, et moi, je serais pas contre que... Et tu vois, peut-être que la sécu sociale des animaux, contrairement au droit universel d'accès à la santé, en tant que spéciste, moi, je serais pas choqué qu'elle soit indexée sur les revenus, tu vois. Et en plus, mais truc large, ça veut dire vraiment, c'est pour les gens qui font vraiment de la caillasse, eux, ils vont se faire foutre, tu vois. Et en plus, ce serait idéologiquement vraiment un truc qui vraiment va à l'encontre totale de la logique de la privatisation de la santé, parce que pour le coup, les animaux sont du coup considérés comme non travailleurs, tu vois, genre comme non productifs. Et du coup, ça permettrait aussi d'avancer la question de vraiment pérenniser le fait que de décorréler définitivement et de ne plus jamais recorréler l'assurance à l'activité économique. Flemme de cotiser pour ceux qui prennent des chiens de race sur prix cher mais qui ont plein de problèmes de santé. En fait, je suis d'accord avec vous, mais tu vois, par exemple, faire une razzia sur tous les élevages consanguins qui créent des animaux, quitte à, et moi je le dis très sérieusement, faire une vraie police de la... quitte à ce que des races n'existent plus. Oui, mais parce que le concept de race est complètement claqué au sol. C'est pas le genre concept de race est complètement inventé par le marketing des animaux, quoi. C'est ça. Et c'est pas, ça veut pas dire tuer des chiens. Ça veut dire qu'on arrête de se faire reproduire des chiens entre eux qui créent des maladies, quoi. Bah oui. Genre, il y a un truc, voilà, quoi. Mais surtout, oui, avoir une vraie police de l'élevage illégal, quoi. Genre, c'est vraiment parce que t'as des trucs d'élevage qui sont déjà illégaux, mais c'est pas surveillé, et puis de toute façon ça passe en salon et tout le monde en salon, pardon, et tout le monde s'en bat les couilles. C'est ça. Ça mènera à des élevages clandestins et ignobles. Alors les gens, il y aura toujours de l'illégalisme, les gens, mais il y a quand même une différence de dosage sur des salons du chien avec dedans des milliers de chiots qui sont le 14e degré de cousinade dégueulasse d'éleveurs horribles, alors que tu vois Lulu, le concept de chien, c'est que tu ne peux pas savoir sa race. Lulu, c'est un bâtard. Voilà, ils appellent ça c'est quoi les bergers créoles. Bergers créoles, ouais. Mais c'est juste pour dire que on sait pas. On sait pas. C'est des chiens et ils sont sur les îles et quand Marie elle l'a pris le chien, on regardait les chiens de cette race, t'avais des petits chiens comme Lulu, des gros chiens, des trucs à poil long, à poil court, de toutes les couleurs, mais ça c'est ultra basé. Race chien. C'est la créolisation des chiens, exactement. Et le chien est grotesque. Il est incroyable. Attentif à l'harmonie entre l'homme et son environnement, les penseurs socialistes rêvent d'instituer un véritable service public du beau et du calme, qui ferait l'objet d'une planification pluriannuelle à l'échelle des collectivités. Service public du beau et du calme, ça veut dire on dégage les pauvres. Si on dégage les pauvres, on dégage les jeunes, on dégage tout ce qu'il y a de vie dans la ville. Ça, c'est le truc le plus réactionnaire des socialistes. Un écueil dans lequel parfois on peut tomber avec le droit au silence, etc., avec Mélenchon, mais en vrai pas dans les mêmes proportions. Mais le truc de le beau, le calme, il faut des villes calmes. Et penser des villes pour les petits couples hétéro-trentenaires qui ont leur premier gosse et qui veulent surtout pas qu'on fasse du bruit autour d'eux parce que c'est compliqué. Vous avez qu'à isoler les logements, en fait. Voilà, isoler les logements et commencez pas à nous faire chier, parce que le service public du beau et du calme, c'est l'épuration, en fait. C'est on épure les rues et comme ça on n'est plus emmerdé par des gens qui font du bruit. Attends, mais c'est du beau et du calme. Oui, c'est du fascisme. C'est vraiment le Moi, fascisme. Par exemple, les gens qui appellent au calme à Paris, changez de ville. Désolé, si vous voulez du calme, changez de ville. C'est ça. Vous n'êtes pas au bon endroit. Tu es en ville, tu vas avoir de la vie, en fait. C'est la ville. Sinon, tu vas avec les cutéreux à la campagne t'enterrer. Ici, il n'y a plus rien d'ouvert à partir de 18h et c'est bon. Là où moi, je peux revenir dans la team de service public du beau, si c'est détruire au bulldozer chaque putain de lotissement pavillonnaire de France, je suis dans la team. C'est vrai que c'est la France pavillonnaire à laquelle il faut s'attaquer en premier. Ça, je suis totalement d'accord. Là, on est OK. C'est vrai. Là, ça va. Reste de faire du nettoyage ethnique de pavillon. Je suis désolé, mais un jour, quelqu'un sortira un livre de fou pour montrer comment la politique de mettre des ouvriers dans des pavillons a créé le RN. Hein. Mais il y a déjà des bouquins qui sont là-dessus. Des maisons de ville, villages. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'un village, une maison de ville, OK, t'as ta maison individuelle, mais elle donne sur une rue où il y a tout le monde, où t'as des commerces de proximité et où en fait, t'as de la vie qui se rencontre. C'est pas juste des grilles où les gens ils se
regarde pas, tu vois. Genre, c'est en vrai. Le but, c'est d'avoir des espaces de collectif. Oui, en vrai, sinon l'alternative, c'est soit c'est le modèle centre-village. Des logements collectifs dans les villes et des villages ailleurs. Bah oui. Et plus des villes de pavillons. C'est soit Tarnac, soit Paris. C'est les deux modèles de société possibles. Et entre les deux, on fait des skateparks et des piscines, quoi. Des balades, la randonnée, tous les trucs de casse-couilles, de l'escalade pour Toby. Donc cette matrice écologique, déjà matrice écologique qui ne parle absolument pas de classe sociale, bon bref, c'est vraiment... Matrice écologique apparemment, c'est on va mettre du vert un peu partout, quoi, c'est vraiment... Bref. Irrigue l'ensemble du projet socialiste et conduit à préconiser par exemple la création de lettres de plafond écologiques avec lesquelles les ministres devront faire au moment des arbitrages budgétaires. En gros, si les ministres ils veulent faire des arbitrages budgétaires, ils ont des lettres de plafond écologiques où il ne faudra pas dépasser tant de trucs de dépenses qui seraient anti-écologiques. Oui, en gros, chaque proposition faite par de politique doit respecter un cahier des charges écologique. Putain, mais ils font tout pour pas... En fait, ils font tout pour pas avoir à faire la règle verte. Bah, surtout ils veulent... En fait, c'est de la planification qui dit pas son nom et du coup qui n'en est pas, du coup. Oui, et oui, au final, ça va couper dans les services publics, bien sûr. Oui, voilà, c'est très bien comment ça va finir. Dans un registre plus concret, 1 million de petits véhicules électriques produits en Europe serait mis en location pour 100 € par mois. Une offre réservée aux ménages modestes et ou habitants en zone rurale et périurbaine. Et là, mais pourquoi c'est chiffré et pourquoi c'est un peu plus précis ? Bah, c'est parce que c'est déjà un truc avec lequel ils ont un lien avec l'industrie, quoi. Genre, c'est vraiment les seuls moments où ils sont précis, c'est que le business est déjà accordé avec. De quoi favoriser la transition vers un mix énergétique 100% décarboné. Oui, alors bah du coup bah non, parce qu'en fait vous avez pas parlé du fret ferroviaire, qui reste l'horizon des socialistes d'ici 2050. Donc c'est en mode donc pour le mix énergétique 100%, c'est on va faire des petites voiturettes électriques. Mais genre vous êtes au courant que c'est le milieu de la logistique qui bouffe la majorité de la carbonation des transports. Genre c'est ok, bon ils vont toujours rien dire sur les rails. Hein. Leur principe se veut clair, le nucléaire autant que nécessaire, donc pourquoi vous avez pas parlé du fret ferroviaire, les énergies renouvelables autant que possible. Bah après ça dans l'idée, oui. Rappelle-moi la position de la France Insoumise sur le nucléaire. Mais je suis pas entièrement aligné sur les positions de la France Insoumise sur chaque virgule du programme. Le programme il dit qu'il est abolitionniste de la prostitution, moi je le suis pas. On fera un référendum. Après moi je sais que c'est le premier truc sur lequel vous céderez. Rappelle que le PCF en 2022, leur excuse pour pas s'allier, c'était le nucléaire. Crari. Et Mélenchon il avait dit c'est bon, je renonce sur le nucléaire, on fait un référendum si vous voulez. Mais tu sais que ils sont toujours pas alliés. Mais déjà en 2012. Déjà en 2012, c'est pour ça que Mélenchon il a commencé à dire on fera un référendum, c'est parce qu'en 2012 il était allié avec les cocos aussi, tu vois, genre c'est vraiment en mode oui on sait, c'est bon, on fera pas ça. Ah ouais. Et pour accompagner cette transition, des chèques soleil seront distribués afin d'aider les Français à s'équiper de panneaux photovoltaïques, notamment dans les Outre-mer. Reste à savoir si ce volontarisme couplé à la délocalisation de certains sièges ministériels hors de Paris suffira à dissiper l'image d'une classe politique perçue comme hors sol. Bah non. Alors je lis ça, je ne vois pas quelque chose de pas hors sol, hein. Genre c'est vraiment... Attends, parce que quoi, ils veulent délocaliser des sièges ministériels hors de Paris? Alors c'est quoi, il y a des ministères, ils vont être à Nantes, genre? Les Girondins de Merci, merde, les traîtres, les putains de traîtres qui veulent contre-révolutionnaires sont toujours dans ce genre de Zumba décentralisatrice. Mais allez vous faire foutre, c'est ridicule. Vers un nouveau droit civil pour les LGBT. Donc rappel, hein, l'article c'est sur les propositions... Non, monte ton tweet vite fait maintenant, c'est le moment. Regardez la formulation dans le tweet. Les 10 propositions les plus insolites du projet présidentiel du PS. Caméras dans les abattoirs, convention citoyenne sur la légalisation du cannabis, interdiction des espaces no kids, on va y venir, déjudiciarisation du changement d'état civil pour les LGBTQIA+. Voilà. Quoi ? C'est tellement insolite, la déjudiciarisation du changement d'état civil. C'est vraiment C'est tellement insolite, c'est tellement rigolo. Pour les LGBTQIA+. Donc toi aussi tu pourras changer d'état civil. Après, oui. C'est un droit universel en soi. Qu'est-ce qu'on s'en branle que je change d'état civil. Oh là, les droitards qui vont changer leur état civil pour prouver que tu peux changer ton état civil même sans transitionner. Ils vont se retrouver avec des papiers qui leur correspondent pas. Oui, ils vont se faire accuser d'usurpation d'identité à la poste. Et tout le monde va être en mode... Et surtout, moi, les gens de gauche vont être en mode... Oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Désolé, mais ce n'est pas pertinent. T'as le droit de te mettre des bâtons dans les roues à toi-même. C'est grave. Donc voilà, donc moi c'est pour ça que c'est vraiment en mode insolite et il met vraiment la revendication historique du mouvement trans. Et surtout, il dit pas trans, hein. Il dit LGBTQIA+. Hein. La révolution induite par l'intelligence artificielle est accueillie dans ce programme avec un mélange de curiosité et de prudence. L'ambition affichée est bâtir une IA éthique, souveraine et transparente. Cela précède la constitution d'un pôle public de l'intelligence artificielle associant le CNRS, les universités, les entreprises. Oui, bon, ça, c'est le truc classique, hein. Mais aussi par un plan national d'industrialisation pour développer des capacités de calcul et de cloud souverain. Malgré les risques que cela comporte pour les libertés individuelles, les socialistes proposent de libérer le plein potentiel des données de santé grâce à l'IA pour améliorer
les diagnostics pour améliorer les diagnostics et les thérapies. Attends, est-ce que c'est un prétexte pour donner moins d'argent dans l'hôpital public ou est-ce que c'est vraiment un truc pour aider au diagnostic? Et alors, by the way, sur le diagnostic, les IA, le problème c'est qu'elles sont mal entraînées. Par exemple, sur les trucs de cancer de la peau, si t'as une peau noire, l'IA il va pas détecter, tu vois. En fait, le truc c'est que, encore une fois, il y a les mêmes biais racistes dans l'IA que chez les soignants. Comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas de bonne idée évidente ou de mauvaise idée. En fait, il y a une version d'extrême droite, une version libérale, une version SOSDEM, une version FI, une version d'extrême gauche, une version communiste, une version libérer le plein potentiel des données de santé. Désolé, moi je vois ça, je suis en mode vous allez nous vendre à Palantir en fait. Voilà, parce que genre c'est quoi le plein potentiel? Parce que genre désolé, c'est ça, exactement. Il y a des données de santé qui sont utilisées de façon très éthique dans la recherche. C'est quoi le plein potentiel supplémentaire que vous voulez nous donner à nous? Genre, surtout si l'IA c'est pour supprimer la donnée humaine dans la santé, c'est une idée de merde. Mais si l'IA est un outil pour permettre de travailler plus efficacement aux humains de la santé, oui. Pareil, tu sais, genre par exemple les trucs d'avancée de fou dans la santé, parce qu'ils te vendent ça. Genre les trucs de chirurgie qui sont tellement précises où un humain qui est dans sa 8e heure de veille et que le truc, le robot peut le faire de manière parfaite, c'est pas la même chose que de mettre une IA aux urgences qui va diagnostiquer à la chaîne des prolétaires en fait. Tu vois ce que je veux dire, et qui verront plus jamais une seule personne. Enfin, tu vois, genre c'est en fait donc tout n'est pas égal par ailleurs dans la question de l'IA dans la santé, quoi. Ça implique parce que quelqu'un dans le chat qui disait mais la porte-parole elle bossait pas chez Palantir. La meuf qui donc est porte-parole du Parti socialiste et qui bosse sur les questions de l'IA, c'est une ancienne de chez Palantir aussi. Il y a aussi un truc que quand tu parles d'intelligence artificielle, le modèle très centralisateur à la Palantir, à la ChatGPT, etc. C'est pas le seul modèle qui existe aussi en termes d'intelligence artificielle, tu vois. Donc t'es pas non plus obligé de faire un bail de big data vraiment en concurrence avec des trucs à la Palantir. Tu peux aussi le faire à des échelles qui sont contrôlées par les travailleurs eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que avec des logiciels qui soient et les bases de données qui soient souveraines, des trucs comme ça et tout. Et tu peux vraiment le faire correctement, mais c'est pas au PS que je vais faire confiance pour faire ça. Oui, voilà, c'est ça. Genre quand le PS te parle de libérer le plein potentiel, je ne vous fais pas confiance pour faire un truc à l'échelle humaine et éthique, quoi. C'est ça, et qu'il soit pas un moyen de supprimer des postes et de baiser les pauvres. Mais ça peut faire les deux, faut se battre politiquement pour qu'il y ait ça dans le bon sens. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein. Moi j'ai l'impression que la early méta, faut supprimer l'IA des gauchistes et fini. Oui. J'ai l'impression que leur panique morale, ils en sont remis, et que maintenant globalement les gens sont en train de comprendre que l'outil de l'IA est un outil qui ne va pas disparaître et que c'est devient un combat politique, comme tout en fait. Oui. Je bosse en neurologie, mon hôpital a autorisé une IA diagnostic. Pour le moment, les neurologues ont des retours très positifs, notamment dans leur prise de notes et interprétation. Oui, mais c'est que en fait, c'est des trucs qui doivent être mis en place avec les usagers et avec les médecins. Faut saisir le sujet de l'IA, il faut le politiser, pas le rejeter. Bah bien sûr. Mais et du coup, attends, parce que je reviens sur cette phrase quand même. Alléger les soignants et optimiser les parcours de soins, ça me terrifie cette phrase, surtout venant du PS. Optimiser les parcours de soins, comment? Qu'est-ce que vous allez optimiser? Dans le parcours de soins aussi, on parle beaucoup de l'errance médicale, mais en fait, parfois dans un parcours de soins, t'as besoin aussi de temps, t'as besoin aussi de trucs où tu te trompes et où t'en apprends aussi davantage sur ton corps et sur tes fonctionnements à toi, tu vois. Alors t'as un truc où cette volonté d'optimisation des parcours de soins grâce à la data et les données de santé, t'es en mode Tout ceci étant énergivore, il prévoit d'investir dans des systèmes de refroidissement des data centers plus économes. Et bon, ça c'est génial, super. Donc vous prévoyez d'accompagner l'industrie parce que l'industrie veut ça aussi. Le problème ne fait pas non plus l'impasse sur les questions sociétales, avec des propositions comme la reconnaissance des crimes de l'histoire française en lien avec la colonisation. Ça par exemple, moi c'est ok, mais en fait ça c'est la spécialité du PS. Oui, c'est bien votre mesure symbolique. Oui, on va reconnaître qu'on a été des d'envoyer je sais pas qui, de dire oui on a été méchants pendant la colonisation, mais qui ne parle pas d'impérialisme dans le programme, qui vont être plus ça dans le passé, quoi. Qui vont être plus que frileux sur l'islamophobie, voire ne rien faire sur ce sujet-là, tout en continuant d'instrumentaliser l'antisémitisme contre les mouvements pro-palestiniens, etc. Moi, ça me trigger. Les trucs, tu sais, limite, je préférerais qu'ils agissent vraiment sur l'impérialisme, sur l'islamophobie qu'il y a actuellement, plutôt que de mettre une plaque de merde pour reconnaître un truc qui est passé il y a 150 ans, tu vois. La vérité, faut faire les deux, hein, mais... Non mais ou alors, au hasard, reconnaître des crimes internationaux, des crimes quand ils sont dans le passé, mais pas quand ils sont dans le présent. C'est ça, exactement. Genre bon. Ça reconnaît des trucs... Reconnaître le crime d'esclavage historiquement, mais fermer les yeux parce que c'est quand même pratique de laisser tous les migrants en Libye et de les laisser dans les marchés aux esclaves, quoi. C'est ça, ou de dire qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, quoi. Ou encore la déjudiciarisation du changement d'état civil pour les personnes trans. De manière générale, il s'agit de faire évoluer le droit civil en faveur de la reconnaissance des personnes LGBTQIA+. On s'en bat les couilles de la reconnaissance, on fait des droits en fait. Je m'en bats les couilles que le PS me reconnaisse comme trans. En fait, là, c'est là que tu vois les errements de la gauche sur la représentation et la reconnaissance de... En fait, la distinction sociale. Qu'est-ce que
les trans, les chats trans du chat. Qu'est-ce que ça change dans vos vies que Olivier Faure dise Cassandre, je reconnais que tu es trans. Allez, salut, ciao. C'est pour ça que Cassandre, il est obsédé et qu'il parle souvent de la question des droits acquis, en fait. Et qu'à un moment donné, les trucs de principe le PS qui met un drapeau trans sur Twitter le jour de la journée de visibilité trans, qu'est-ce qu'on en a à battre? Et d'ailleurs, il y a une meuf trans de la fille qui a fait un TikTok le jour de la visibilité trans oui, Sacha, dire oui. On s'en bat les couilles de la visibilité, on veut des droits. Où elle s'est fait chier dessus, personne l'a défendu. Très très bon TikTok que j'ai trouvé, elle a l'air cool. Elle. Mais ça, tu vois, typiquement, genre faire évoluer le droit civil en faveur de la reconnaissance des personnes LGBTQIA+. Exemple, le droit de l'affiliation. Le droit de l'affiliation est entièrement écrit avec un présupposé hétéro et cis. Si tu veux garantir que les personnes trans ont un accès égal à l'établissement de l'affiliation quand ils ont des gosses que les hétéros, tu dois repenser l'entièreté du droit de l'affiliation. Du coup, vous allez repenser l'entièreté du droit de l'affiliation. Genre, tu vois, genre, tu sais, t'as vraiment un truc de... Genre, t'as un truc de... On sait que vous allez pas le faire évoluer le droit civil, etc. Non, faut le refondre, le droit civil. Là, vous avez parlé de refondre les institutions de la 5e, là, faut refondre le droit civil, en fait. Et c'est pas si je de la visibilité, si les gens, mais c'est plutôt, en fait, le truc, c'est que le danger pour le militantisme LGBT, c'est de s'enfermer dans des questions de représentation, de représentativité, et de dire « Ah, oui, on vous aime bien les trans une fois par an », et de « Bon, les homosexuels, vous plaignez pas, vous êtes dans les séries Netflix, et il y a une ligne pour dire que tu existes, tu es là. » Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de reconnaître l'existence des gens? En fait, la question, mais aussi parce que naturellement, si on a des droits et que ces droits nous permettent de nous insérer dans la société, on sera reconnu quoi qu'il arrive, puisqu'on pourra, en fait, interagir avec des gens normalement, en fait. On pourra, genre, vivre dans la société. Et du coup, c'est ça qui fait la reconnaissance. C'est l'accès à ces droits-là qui nous permet d'avoir littéralement, comme on dit, le droit de cité, c'est-à-dire le droit d'être dans la cité, droit d'être dans la société, quoi. Et même, il y a un truc aussi de, tu vois, à un moment donné, genre, pour provoquer, que Josiane aime pas les trans, au bout d'un moment, on s'en bat les couilles. Si Josiane ne peut pas t'empêcher de changer d'état civil et que si elle te fait passer un entretien d'embauche et qu'elle te discrimine à l'embauche parce que t'es trans, elle prend une sauce et que c'est plus possible, en fait, on s'en branle de Josiane la transphobe. Au bout d'un moment. Et c'est pas pour dire que c'est pas grave d'être transphobe, mais qu'à un moment donné, à demander les gens d'être gentils avec les trans, c'est bien, mais d'avoir des droits et de la protection, d'avoir des soins remboursés, c'est quand même un enjeu de société beaucoup plus important que d'avoir Olivier Faure qui dit « J'aime bien les trans ». Aucune référence au réarmement démographique sous la plume des socialistes. Oui, encore l'expression d'Emmanuel Macron a été vécue comme un affront par une militante féministe. Bah oui. Genre le mec, il est choqué que le PS parle pas de réarmement démographique dans son programme. Après, au moins, c'est qu'il s'attendait à ce que le PS soit plus de droite et qu'il est désagréablement surpris par le fait qu'il est un peu trop de gauche pour lui. Et je voulais dire, juste pour finir sur les trans, la mention des trans dans le programme, dans ce cas-là, va falloir purger Laurence Rossignol et toutes les terves de votre parti de merde aussi. Parce que c'est bien joli de dire « Ah, les trans, machin, etc. » Commencez par faire le ménage chez vous. Hein. Oui. Les équipes chapeautées par Chloé Ridel avancent toutefois au moins deux idées pour les moins originales, susceptibles de relancer la natalité en France. D'abord, la mise en place de congés paternité et maternité réellement égaux, en durée comme en obligation. Oui, mais attends, moi je trouve qu'il faut pas faire les woke débiles sur la question de la parentalité. À un moment donné, la vérité, c'est que je pense que l'un des trucs qui empêche le plus les gens de faire des enfants, c'est leur pauvreté en fait. Oui. Et que déjà, il y a une injonction, un sous-entendu que quand t'es en galère, t'as pas le droit de faire d'enfants. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, à un moment donné, j'ai grandi, mes darons, ils avaient pas de thunes, j'ai les baisses darons, hein, donc à un moment donné, t'as le droit d'être pauvre et d'avoir des gosses. Moi, ça m'énerve ce sous-entendu que tu devrais pas faire de gosses parce que t'es en galère. Ça pue la merde comme idée. Et que ensuite, de développer des nouveaux droits pour les parents, d'avoir des crèches, en finir avec les bourges qui peuvent se payer des nounous et des crèches où t'as jamais de place, faire baisser etc. le temps de travail faire baisser le temps de travail pour tout le monde pour pouvoir plus souvent tes gosses. D'avoir de la thune pour pouvoir leur acheter des fringues et les faire bouffer, partir en vacances, que les gens où qu'ils habitent, que leurs gosses aient accès à plein d'activités cool et que ça soit pas soit des bourges qui puissent aller dans des trucs cool et que sinon t'as des activités de merde goofy avec des animateurs sous-payés. Enfin voilà quoi, tu vas poser la question des parents, des gosses, qu'ils puissent vivre. Moi je suis ok avec ça, faut pas. Tu vois, oui, mais en fait, et que pour moi c'est ça une politique de réarmement démographique. Oui. C'est ça en fait. Mais parce c'est qu'en simplement fait, que les gens qui ont des gosses soient heureux avec leurs gosses. Le red flag, c'est de voir le taux de natalité comme un objectif en soi et ne pas voir du coup la natalité comme un indice parmi d'autres du bon vivre dans un pays, tu vois. C'est-à-dire que on s'en bat les couilles que
il y ait, je sais pas, 2 enfants et demi par femme, parce qu'en fait, c'est comme ça que spontanément la moyenne se fait, parce que c'est comme ça que les gens vivent bien et qu'ils sont heureux, etc. Et que c'est comme ça que le taux de natalité est naturellement, tu vois. Genre, tu sais, t'as un peu un truc de avoir comme objectif d'augmenter la natalité. Ça me cringe, parce que du coup, ça montre que tu fétichises davantage le chiffre d'enfants qui naissent que la vie qu'ils vont mener. Et la vie que vont mener leurs parents aussi. C'est pas vrai que les nounous coûtent cher. Ok, mais même si les nounous coûtent pas cher, moi je suis contre ce modèle d'individualisation. Moi je trouve qu'il faut mettre les gosses avec plein d'autres gosses, faire des trucs entre gosses. Et qu'à un moment donné, c'est pas ok d'avoir des gosses enfermés chez eux toute la journée avec des gens qui viennent s'occuper d'eux. Et les nounous qui ont plus de taf, c'est pas grave. Elles pourront taffer très bien payées avec des horaires de travail cool dans les crèches où il y a plein de gosses qui se tapent des barres entre gosses. Parce qu'il y aura besoin d'autant plus d'adultes pour encadrer, quoi. Oui. Genre, à un moment donné, faut que les gens vivent en collectif. Et que les nounous, elles auront du taf, y a pas de problème. Elles pourront travailler dans ces cadres-là parce qu'elles ont une expérience avec les gosses et que c'est des goats et que j'ai rien contre les nounous en soi. Mais voilà, moi c'est le système de nounous qui m'énerve. Mais après, ceci dit, que des nounous, genre par exemple les darons qui veulent, tu sais, que je dis pas qu'il doit y avoir des crèches jusqu'à 1h du mat. Mais tu vois, pour moi, il y a la différence entre des nounous pas chers pour que les parents puissent aussi avoir une vie sociale la nuit, le soir, machin, et des gosses qui sont sous nounou, même la semaine. Ensuite, l'interdiction des espaces no kids dans les lieux publics. Qu'est-ce que c'est les espaces no kids? Moi, j'ai pas la ref. C'est un truc qui se développe de plus en plus, où en gros, c'est des endroits où les enfants ont pas où on n'a pas le droit d'amener ses enfants. Mais c'est exceptionnel. Alors, comme idée. Ça touche davantage au débat qu'il y a beaucoup sur les TGV, qu'il faudrait faire des wagons no kids pour pas que les gens soient emmerdés par les enfants qui chialent. Attends, en vrai, c'est un truc blague, surtout sur la petite enfance. C'est plus sur la petite enfance que sur... Ça, les gens, je veux dire, un enfant qui pleure dans un wagon, c'est un enfant, en fait. Allez vous faire foutre. AirPod, réduction de bruit, et cassez pas les couilles. Moi, je pense qu'il faut plutôt socialiser la technologie réduction de bruit et que tout le monde puisse prendre le train avec des écouteurs réduction de bruit, et puis voilà, c'est tout. C'est vrai. Interdiction des espaces no kids, je trouve que c'est vraiment un truc de... C'est l'histoire de faire bien, tu sais. C'est vraiment un truc de... Ils ont même pas réfléchi aux dynamiques de sociabilité avec des enfants. C'est juste pour interdire les espaces no kids. On propose pas une adaptation des lieux publics à la petite enfance, ou trucs comme ça. Non. Il y avait des wagons famille, des wagons autres. Après, est-ce que c'est pas basé de mettre plein de gosses dans un wagon, ils se tapent des barres en vrai? C'est pas pareil de dire on fait un wagon où il y a les enfants et vous avez pas le droit de foutre vos enfants ailleurs, que de faire un wagon qui est adapté justement pour les familles. Parce que typiquement, un wagon famille, c'est aussi un endroit où t'as besoin de plus de place à 4 pour avoir l'espace commun, etc. Où t'as peut-être moins besoin de... Tu vois, genre, il y a des questions qui se posent, mais justement, ça se pose sur comment tu inclus les enfants dans l'espace public, plus que comment tu interdis les gens de les exclure. Et dedans, tu mets une PS5, tu mets des trucs pour dessiner. Donc, plus classique à gauche, le PS propose de garantir le versement automatique de l'allocation chômage dès le premier jour d'éligibilité, n'en déplace au contempteur de l'assistanat. Concernant le temps de travail, pas de passage aux 32 heures, ça m'étonnerait, mais une incitation à favoriser les innovations organisationnelles en entreprise comme la semaine de 4 jours. Oh là là. On passe pas aux 32 heures, on va pas réduire le temps de travail, mais on encourage les entreprises à essayer. Ouais. Mais ça, de toute façon, ça c'est comme la Zumba de la consultation citoyenne. Oui, bah oui. C'est que tu fais des trucs et tu vas avoir une boîte genre LDLC qui va le faire parce que le mec est un peu keynésien et que ça lui permet parce qu'il a un peu une vision paternaliste de l'entreprise, et du coup, bah, t'as des gens qui sont contents parce qu'ils ont leur semaine de 32 heures parce que leur patron est moins con. Et tout le reste des boîtes qui vont continuer à te chier dessus et à t'épuiser au travail quand bien même ils baissent la productivité parce qu'ils sont trop cons. Mais bon, ça c'est... Littéralement, Macron et Bruno Le Maire, on va demander aux entreprises. Oui, c'est ça. Si on va gentiment demander. Mais en fait, c'est parce que, encore une fois, cet article, c'est vraiment les propositions du vernis du PS, parce qu'on sait très bien que le PS, il va continuer la politique de Macron. Mais par contre, en mode, c'est quoi le vernis qu'ils vont essayer de nous vendre pour la campagne présidentielle? C'est ça. La création d'un compte épargne-temps universel permettrait en outre de cumuler les jours de repos, les RTT et les heures supplémentaires tout au long de la vie. C'est basé ça, parce que tu les perds si tu les prends pas. Oui, mais attends. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est pas ton entreprise qui doit te les garantir? Parce que c'est tout au long de la vie. Quand tu bosses plus dans le truc où t'as cumulé tes RTT. Bah attends, je comprends pas ce que ça implique du coup. Bah ça implique rien parce qu'ils vont pas le faire. Mais dans l'idée, c'est quoi qu'ils essaient de nous vendre? Ça veut dire qu'ils te les payent pas. Après, moi, je suis pas totalement pour le fait que des boîtes se servent de payer. Moi, je trouve que tu devrais avoir une prime et garder tes congés en fait. Juste que les gens soient mieux payés, qu'ils se fassent pas baiser, à prendre moins de congés pour avoir un petit billet en plus à la fin de l'année en fait. Les trucs de libéraux de non, mais juste si les gens ils préfèrent travailler
salariés plutôt qu'aller en vacances, ça leur fait de l'argent, et vous n'avez pas le droit de les en empêcher. Si on empêche les salariés de s'auto-exploiter, en fait. C'est pour ça que le temps de travail maximum, je crois que c'est 45 ou 50 heures par semaine, je sais plus exactement. C'est déjà trop. Un temps maximum, quoi. Ouais, c'est déjà trop, en fait. À un moment donné, oui, t'as des débiles qui, pour faire de la maille, vont accepter de faire 60 heures par semaine. Non. En fait, à un moment donné, tu dois protéger les gens d'eux-mêmes. Oui, je suis d'accord. Alors, dans l'éducation nationale, existe le doublement du salaire des profs promis par Anne Hidalgo en 2022. Non, enfin, pas le doubler. Les rémunérations des enseignants seront toutefois rehaussées jusqu'à rejoindre la moyenne des pays de l'OCDE. On va pas doubler votre salaire, on va vous mettre à la moyenne des pays où c'est pas la même condition de vie et c'est pas les mêmes trucs. Voilà, hein. Allez. Abusé. Surtout, leur mission sera facilitée par la réduction du nombre d'élèves. Pareil, c'est encore une marotte. On va réduire le nombre d'élèves par classe. Ils le font jamais parce que ça implique d'ouvrir de nouvelles classes et de payer d'autres gens et qu'ils sont dans une logique d'austérité. En fait, on sait très bien que ça coûte cher des menteurs. Mais à un moment donné, tu fais des choix politiques. Il y a des gens, combien de pourcentage en plus dans les dividendes et les actionnaires là je sais plus. Enfin, en gros, les gens qui se font vraiment de la thune. Les ultra riches, les ultra riches font que gagner de la thune tout le temps. Je veux dire, on sait où la prendre la thune. Et oui, engager des nouveaux profs avec des classes plus petites et les profs qui soient bien payés, moi ça me va. Genre, il y a pas de problème. De toute façon, ils font déjà 15 heures par semaine avec 3 mois de congés payés. Donc bon, à un moment donné, c'est pas les plus mal lotis non plus. Mais je suis d'accord pour que, en fait, à un moment donné, je pense aussi que 15 élèves dans une classe, c'est bien. Et surtout aussi, moi je pense qu'à un moment donné, va falloir mettre à l'école aussi les conseils de discipline des élèves. Ah oui. Ça veut dire qu'un jour, va falloir que les élèves aient si on continue, en fait, c'est soit si les profs continuent d'avoir le droit de sanctionner les élèves, faut que les élèves aient le droit de sanctionner les profs, ou alors de retirer le droit aux profs d'être des putains de capots dégénérés. Un jour, va falloir parler de ça aussi à l'école, à un moment donné, d'où les profs peuvent avoir tous les droits coercitifs sur les gamins, alors que les gamins n'ont aucun moyen de se protéger de leurs profs de merde qui leur chient dessus. Autre débat. Mais qu'ils soient bien payés pour ça, il y a pas de problème. Leurs homologues enseignants au collège et en lycée auront à dispenser une formation obligatoire contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Du coup, c'est les profs qui vont former les élèves contre l'islamophobie. Juste après avoir insulté les meufs, après leur avoir demandé d'enlever leur voile. Sponsorisé par le Printemps Républicain, oui, de fou. Mais en fait, vraiment... oui, le problème, c'est ça. C'est former les profs d'abord. C'est que tu ne peux pas former les élèves à l'islamophobie par des profs islamophobes, en fait. Bah oui. Ou antisémites, ou racistes, quoi. Genre, ça ne fonctionne pas. Ok. Après, moi, je suis pas contre de réfléchir à des méthodes, tu vois, de discuter de ces sujets-là avec les élèves, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Oui, mais bien sûr. Moi, je suis ok, mais encore une fois, si c'est un système coercitif d'humiliation des élèves parce qu'ils sont pas woke, ça pue la merde en fait. Bah oui. Encore une fois, tu vois, en genre plus, pareil. C'est déjà les cours d'éducation civique. Genre, c'est bien joli de dire faut expliquer aux gamins qu'il faut pas être raciste et pas être homophobe, d'accord. Mais de quelle manière tu leur expliques ? Est-ce que tu vas punir un gamin parce qu'il a insulté un autre de ta et que tu vas l'humilier publiquement ? Quel effet ça va avoir vraiment ? Comme les gamins mis en GAV parce qu'ils ont fait une blague edgy pendant 1 minute de silence. Ils ont déjà abordé la laïcité en 6ème et c'était pas ouf. 1 heure de débat à la maison, ouais. T'as dû récupérer en mode bon alors. Ce qu'on vous a appris, c'est de la merde. Je vais vous expliquer. Bah oui. Mais après, ça c'est encore une fois, de toute façon, c'est que les trucs de tapine, quoi. Alors, la disparition de l'âge légal comme pivot du système de retraite. Oh, là on arrive sur le dur. Derrière ce catalogue de propositions auquel il faudrait ajouter l'augmentation du SMIC à 1 600 €, grand prince. La taxe Zuckman de 2% sur les fortunes supérieures à 100 millions d'euros, bah du coup pourquoi vous l'avez refusé à l'Assemblée. La fusion de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS dans un impôt sur le revenu 2.0. Ça a l'air encore d'être une douille de fusion des impôts pour... Ouais. Ou encore la nationalisation progressive des 9000 km d'autoroutes regroupées dans un établissement public national baptisé Route de France. Se dessine une philosophie générale, une affirmation résume à elle seule l'état d'esprit dans lequel ce projet a été échafaudé, tant de la social-démocratie est derrière nous. Ok oui, ici c'est synonyme de social-libéralisme, lequel renvoie aux errements supposés, le journaliste est neutre bien évidemment, oui. Du quinquennat Hollande avec sa politique de l'offre et ses concessions faites à l'économie de marché. On n'en attendait pas moins de la nouvelle génération de socialistes influencés par la gauche de rupture qu'incarnent les insoumis, avec lesquels ils ont passé à 2 reprises accords électoraux depuis l'arrivée d'Olivier Faure aux commandes du PS. Rappelle que c'est la faute des insoumis s'ils ont fait un programme où ils ont mis des tapines de gauche qu'ils vont jamais faire. Olivier Faure, il a été avec nous 2 semaines avant de nous trahir et de nous chier dessus, et ils le font chier à tout jamais en fait. Ils vont jamais lui pardonner. Moi je trouve ça deep, mais du coup, genre à un moment donné, qu'est-ce que ça dit de lui et de son pas. En fait, le fait qu'il
soient pas assez self-aware, quoi. Je comprends pas. Bref. Mais parce qu'encore une fois, qu'on est en train de lire, ça va être l'argument marketing du Parti Socialiste. On sait très bien qu'ils vont rien faire de tout ça. Mais c'est intéressant de voir comment ils se positionnent, tu vois. C'est-à-dire qu'en public, ils refusent de faire le bilan d'Hollande, mais par contre, dans leur programme marketing, pour éviter de perdre de l'espace de marché électoral à gauche à la France Insoumise, ils disent « Ah, on chasse les fantômes du hollandisme. Reprise de contrôle sur les aides publiques aux entreprises. Reprise de contrôle, on ne sait pas ce que ça veut dire. Objectif, réorienter immédiatement 30 milliards d'aides publiques identifiées comme inefficaces et sources d'effets d'aubaine. » Ça prouve bien qu'ils sont dans une angoisse fille. Oui, c'est que totalement. Ça prouve qu'ils sont en mode, en fait, on est quand même baisé, quoi. On est obligé parce que les gens, c'est un peu plus à gauche que Hollande et Hidalgo. Dans le domaine régalien, c'est une autre disposition présentée comme un permis de tuer par Jean-Luc Mélenchon. Et ces proxy écologistes dont les socialistes entendent se débarrasser, la loi Cazeneuve de 2017 sur l'usage des armes à feu en cas de refus d'obtempérer, elle sera révisée. Donc révisée, pas abrogée, et encore une fois, loi Cazeneuve qui n'ont pas voulu discuter jusqu'ici. Et en fait, c'est là que tu vois aussi qu'on a le lead, c'est que le PS se sent obligé de faire semblant d'être de gauche. Totalement. Aucune de ces promesses ne sera remplie, les gens, vous imaginez bien. Mais les socialistes ont beau donner des gages aux insoumis, leur projet ne sera jamais assez radical pour satisfaire les architectes de l'avenir en commun. Oh là là, mais les gauchistes, ils seront jamais contents. Sur les retraites, nulle part il n'est fait mention d'un âge légal de départ de 60 ans. Il est question de convoquer une conférence sociale pour définir un nouveau système de retraite par répartition. Les partenaires sociaux, ils seront invités, à construire un droit à la retraite calculé en fonction d'une durée de cotisation aménageable en fonction de la pénibilité des métiers exercés tout au long de la vie, des carrières hachées par le temps partiel de l'accueil d'un enfant. Tout ça, je suis très sérieux. Pourquoi ils font ça? Ils se permettent ça, le nombre de consultations, de conventions citoyennes, de conférences, de machin. Tout ça, c'est à cause de Nuit debout. Oui. Mais non, mais sois choqué un peu. Oui. Oh, quoi? Comment ça? Mais comment oses-tu dire ça? Tu sais que je me suis politisé pendant Nuit debout. Comment oses-tu dire ça? Nuit debout, c'était la gauche. Il y avait même Ruffin qui disait plus jamais PS. Non, mais alors en dehors de la hot take, et alors, avec laquelle t'étais un peu, je croyais que c'était plus scandaleux que ça. T'avais l'air d'accord. Non, mais en vrai, c'est là où je suis premier degré sur moi. Le truc que j'aime pas des chouardistes dégénérés, obsédés par le RIC et par la démocratie participative et par le truc. En fait, le truc, c'est que il y a une obsession de croire que si tu demandes l'avis des gens, en fait, ça va forcément être mieux. Alors que non, ça pue la merde. À un moment donné, faut arrêter de mentir. Non, je suis pas d'accord parce que justement, la faute à Nuit debout, moi, je le vois dans le sens où ils ont vu que Hollande, ça s'est fini en eau de boudin et qu'il y avait un désir de démocratie participative dans la population française de gauche, etc., sur laquelle les gens, ils ont commencé à dire plus jamais PS. Et du coup, ils vont satisfaire ce désir de démocratie tout en le pourrissant de l'intérieur et en faisant en sorte que ça avance pas. On va réorienter les affects du peuple en leur donnant un petit peu à graille un truc, même si derrière, c'est nous qui allons décider tous leurs trucs de conventions citoyennes, de trucs comme ça sert à ça. Ça sert à museler des projets politiques qui sont déjà écrits par des syndicalistes, par des associatifs, des gens qui travaillent sur les sujets, etc. Et ça permet de noyer la masse dans un truc de non, mais le peuple, il est content comme ça. La convention citoyenne avait quand même abouti à un programme super ambitieux, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend par qui. Parce que la convention citoyenne sur le climat a abouti à un programme ambitieux qui n'a pas été appliqué. Bah oui. Et en fait, une consultation, tu peux te torcher avec. La FI a un programme ambitieux sans avoir besoin de faire 10 000 consultations pour savoir qu'il faut augmenter le SMIC et faire la planification écologique. Aussi, dans une convention, ça c'est un peu l'argument la gannerie, mais dans une convention citoyenne, t'invites des experts pour parler et pour expliquer aux gens de la convention citoyenne leur avis sur ce qu'il faut faire. Mais du coup, ça redevient finalement une république d'experts en fait. C'est pas la faute de la convention, c'est la faute de Macron. Oui. Du coup, donc le PS au pouvoir fera pareil que Macron avec la convention. C'est ça, c'est qu'on s'en branle des conventions collectives avec le PS au pouvoir. Et moi, je préfère la FI qui nous vend pas une consultation sur chaque truc, mais qui nous dit décret, le SMIC sous décret, fixation des prix de première nécessité sous décret, logement pour tous, service public du logement, de l'eau, enfin, genre je m'en branle qui nous consulte pour savoir si oui ou non je veux le SMIC à 1008 et que tout le monde ait un toit sur la tête. On n'a pas besoin d'être consulté. En tant que Suisse, sous 10 référendums par an, je confirme que la démocratie directe dans un pays de droitard, c'est le pire truc. Bah oui. Et à un moment, faut pas d'avoir des ambitions politiques. Donc à travers de cette réforme, l'âge légal ne sera plus le pivot de la politique des retraites, mais restera un élément de protection des salariés, remettent les auteurs du projet socialiste. Quant au financement de ce nouveau système de retraite, les recettes n'ont pas changé, augmentation de l'imposition sur le capital, suppression des exonérations de cotisations sociales sur les plus hauts salaires. Oui, basé. Oui, voilà, c'est le truc classique. Les exonérations de cotisations sur les plus hauts salaires. Bah, c'est ça que je suis. Il y en a tant que ça. En fait, je me demande même en termes de chiffres. Après, si, en vrai. Non, mais c'est pas un out. C'est une vraie question, je me rends pas compte. La somme qu'il y a d'exonération sur les hauts salaires, en fait. C'est juste ça. Mais c'est sûr qu'il y en a, mais je me rends. Oui. 75 milliards, ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même. C'est pas dégueu. 75, non, 75, c'est le total de tout le truc. Ok. Voilà, donc non. Donc, parce que là, c'est sur les hauts salaires. Parce que les vraies exonérations, c'est sur le SMIC, les gens. Et c'est d'ailleurs l'un des trucs qui est le pire bail pour faire augmenter les salaires des SMICards, c'est que le SMIC coûte tellement peu cher par rapport à augmenter
augmenter les gens au-dessus du SMIC ou direct, ça coûte beaucoup plus cher. Et du coup, en termes, tu vois, genre les fameux petits patrons poujadistes insupportables, s'il y a bien une manière de faire qu'ils augmentent pas les salaires, c'est ça. Hein. Oui, définir au salaire, là, c'est pas clair. Oui, je suis d'accord. Donc en feuilletant ce projet, l'un des présidentiables du parti à la rose soupire, dépité. Les marqueurs ne marquent rien. Ah oui, en mode, c'est pas assez identitaire, les marqueurs, ils sont pas assez forts, je sais pas, genre en mode, on pourra pas faire du marketing là-dessus, quoi, globalement. Pas de quoi désespérer bien en cours si on juge par le flegme du premier secrétaire du PS. Heureusement pour Olivier Faure et ses proches, il reste 13 mois d'ici au premier tour de l'élection présidentielle où de toute façon ils vont se torcher avec. Mais du coup, en fait, leur petit truc marketing, ils ont tellement voulu aller un petit peu à gauche et faire des trucs un peu ici et là que finalement, c'est un petit puzzle de mesures qui sont même pas pensés dans une logique cohérente. Et du coup, ils sont en mode, bon, en fait, on n'a pas de marqueur à part être un peu en entre-deux entre la France insoumise et le macronisme, quoi, tout en faisant pareil que Macron au final, quoi. Bref. Ouais. Ok, intéressant. Très intéressant comment ils vont nous vendre leur soupe. Hein. Entre guillemets, plus de gauche que j'aurais cru. Ça m'étonne pas. Non, mais moi aussi, c'est pas que ça m'étonne. Dans un truc un peu marketing pour les présidentielles, c'est logique. Oui, mais en tout cas, ça prouve que. Ouais, mais attends, à l'époque d'Hollande et même Hidalgo, ils donnaient moins de gages. Et donc, ça prouve bien que le rapport de force du PS où ils essayent de faire croire que c'est eux les goths de la gauche, non. Ils sont obligés de s'aligner, ils se sont trop fait baiser, quoi. Et tout l'enjeu politique, du coup, ça va être de rappeler leur bilan, en fait. Et c'est là que c'est ça, totalement. Et surtout... Là, les gens, et c'est pour ça que ça va être bien de faire les réacts au truc d'histoire politique, hein, parce que ça va être important aussi, notamment pour les jeunes générations qui arrivent, etc., de rappeler c'était quoi Hollande, quoi. De rappeler c'est quoi le bilan qu'ils refusent de faire. Et surtout, Hollande, là, qui a annoncé dans Marianne qu'il se préparait à être candidat pour le Parti Socialiste, moi, les gens, je prie pour ça. J'en pleure. Ah ouais. Que Hollande soit le candidat des socialistes. Mais moi, ça serait la plus grande nouvelle de tous les temps. Jamais Hollande ne suit ce programme. Ah non, mais de toute façon, on s'en bat les couilles. Non, mais ça, ce programme, c'est l'argument marketing pour lancer la campagne des présidentielles pour le PS. Après, en fonction de la personne qui ira, il va jeter ce programme, il va en réécrire un avec ses potes à lui. Hein. Ça, on le sait très bien. Hein. Non, mais ça, c'est un truc marketing Hollande, pour faire plaisir aux journaleux comme Oberdorf. Si c'est Hollande le candidat, mais le boulevard qu'on a. Ah ouais. Mais Glucksmann aussi, il pue la merde, les gens. Glucksmann, il se bave dessus. Il est nul à chier. Il va se faire chier dessus, Glucksmann, en présidentielle. Bah oui, parce que Glucksmann, à part parler des Ouïghours et de l'Ukraine, il n'a rien. Genre, il n'a aucune proposition de fond. Genre, sur la question économique, il va faire parler tous ses potes de droite en mode ancien sarkozyste et tout. Ça va être marrant. Hein. La pas du team a raison et les filles doivent être plus radicales que le PS pour pas que le PS reprenne leur programme comme ils le font là. Mais ils reprennent pas le programme de la fille. C'est là où. C'est là où vous êtes stupide et vous ne savez pas lire des propositions politiques. Vous avez la version éco-plus d'un programme de gauche normal. Désolé, c'est pas parce qu'il y a marqué on déjudiciarise le changement d'état civil pour les trans que c'est de gauche ni qu'ils vont le faire. Mais ça, spoiler alerte, ils l'ont pas fait jusqu'ici. Mais ça, c'est la psyop pas du team de dire des trucs qui sont ce que tout le monde fait, ce que tout le monde sait, qui est la stratégie de la fille et que de toute façon, ça n'a même pas besoin d'être une stratégie de fait. Et du coup, ils vont dire regardez, la fille, leur programme est plus à gauche que le PS, ils nous ont écoutés. Mais ça a toujours été le cas, le programme est déjà plus à gauche. J'ai déjà écouté pas du team, c'est chaud. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'ils disent plein de trucs. En fait, moi, je trouve qu'ils disent plein de trucs intéressants. Pas du team, ce avec quoi je peux être d'accord. Mais par exemple, le truc de, on a inventé le fait que Mélenchon peut grave passer au second tour et que Hollande va être candidat du PS. Enfin, en fait, ils disent des trucs que tout le monde dit et en mode les gars, là, on a découvert le poteau rose. Fabien Roussel est de droite. Oh, bah, merci. Mais c'est bien. Mais c'est normal. T'es des streamers. C'est juste ça me fait rire. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.